Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue après ça à Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, pour débuter l'année 2025 avec vous, on vous présente le jeu Stamp Swap, un jeu qui a été édité en 2024 par Stone Meyer Games, qui a été traduit en français par Matago. On va d'ailleurs remercier Stone Meyer Games de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Paul Solomon qui avait notamment fait les jeux périodiques, le jeu sur le tableau périodique ainsi que le jeu Génotype. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, celui-ci, qui se joue dans environ 60 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. On va tenter de faire une collection de timbres. C'est donc un jeu avec du draft. On va avoir aussi une mécanique de je choisis, je coupe, tu choisis. Et on va avoir évidemment du placement de tuiles. Donc on va placer ces timbres-là dans notre petit cahier qui est notre plateau personnel. Et on va tenter de maximiser les contraintes de scoring de différentes cartes objectifs qui peuvent être aussi différentes à chaque partie pour tenter de scorer le plus de points et de l'emporter. Alors, Stamp Swap, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois de janvier 2025, on va lancer notre concours du lundi pour ce mois-ci dans lequel vous pourriez gagner une copie de Stamp Swap. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau central au milieu de la table et sur celui-ci, on va aller positionner le marqueur de phase sur la première case de la journée de vendredi. On va ensuite former une réserve avec les différents types de tuiles timbres. On a les petits carrés, les grands carrés, les petits rectangles, les grands rectangles et on a les timbres infinis. On va ensuite mélanger les cartes événements, on va les placer sur la table pour former une pioche et on va faire la même chose avec les cartes personnages. Finalement, on va prendre les cartes concours et on va les séparer par couleur et on va ensuite placer une carte concours de chaque couleur sur les 5 emplacements du plateau central. On aura donc une carte de concours rouge qui fera référence aux couleurs, une carte de concours orange qui va faire référence au thème, une carte de concours jaune qui va faire référence à la grosseur des timbres, une carte concours verte qui va faire référence aux timbres qui n'ont pas de valeur de points, et finalement le concours bleu qui est une carte d'objectif de fin de partie, alors que les 4 autres concours seront des objectifs de fin de manche. Les cartes concours restantes seront simplement remises dans la boîte de jeu. Chaque joueur va se choisir une couleur et recevoir une carte aide de jeu, 3 jetons tickets et 2 marqueurs de score à sa couleur. Les joueurs vont ensuite choisir un plateau joueur qu'ils vont placer devant eux. Et finalement, on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a envoyé quelque chose par la poste qui va recevoir la tuile premier joueur. Et finalement, les joueurs vont placer un de leurs marqueurs de score sur la case 0 de la piste de score du plateau principal. Une partie de Stamp Swap se joue en 3 manches qui sont représentées par les 3 journées de la semaine, vendredi, samedi et dimanche. Chacune des manches va se séparer en 3 phases. Tout d'abord, on va faire la phase collectionner. On va révéler, selon le nombre de joueurs, une certaine quantité de tuiles timbres qu'on va former un bassin dans lequel les joueurs vont aller à tour de rôle sélectionner un élément jusqu'à temps que les joueurs aient sélectionné à tour de rôle 6 éléments différents. Par la suite, on va passer à la deuxième phase qui est la phase d'échange. Les joueurs vont séparer tous les timbres qu'ils ont obtenus pour former 2 piles différentes. Et ensuite, on va devoir sélectionner une pile chez un de nos adversaires et notre adversaire lui va garder la deuxième pile qui n'a pas été sélectionnée par un autre joueur. Et à la suite, on va aller dans la troisième phase, qui est la phase où on va aller faire notre collection de timbres dans notre livret. Donc, on va aller placer les tuiles qu'on a gagnées pour pouvoir former notre plateau personnel pour tenter de répondre aux conditions des différents objectifs dans le but de marquer le plus de points. Les joueurs devront aussi se choisir à chaque fin de manche un des 4 objectifs de fin de manche pour le scorer en y déposant un de leurs jetons de tickets. À la fin de la partie, les joueurs vont aussi scorer des points pour l'objectif final et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Au début d'une manche, on doit procéder à la mise en place de celle-ci. On va tout d'abord révéler un nombre de cartes événements égal au nombre de joueurs et on va placer les cartes les unes par-dessus les autres de manière à laisser seulement le texte de la dernière carte révélée visible.
Une fois les cartes événements révélées, on va lire le texte de la dernière carte et ça va faire un effet qui va être en jeu pour la manche en cours. Donc dans cet exemple-ci, on a des timbres infinis supplémentaires. Donc lorsqu'on va faire la réserve d'items pour cette manche, on va aller ajouter 2 timbres d'infini de plus dans la réserve. Les joueurs vont ensuite procéder à former la réserve d'items pour cette manche et ils vont aller placer les items qui sont sur toutes les cartes événements révélées. Donc ici, on va regarder tous les timbres et tous les items, donc les timbres ainsi que les cartes participants qu'on va mettre disponibles dans le bassin pour cette manche. Chaque symbole sur les cartes événements va faire référence à une pièce de jeu, donc soit une tuile timbre ou soit une carte participant. Si le symbole de l'item est blanc, c'est-à-dire que l'item va être face visible dans la réserve de la manche. Et si on montre le verso des tuiles timbres, alors ces timbres seront placés face cachée dans la réserve de la manche. Donc ici, en additionnant tous les items qui sont sur ces 3 cartes, on va former cette réserve avec 21 items au total, puisqu'on a 2 items supplémentaires à cause de l'événement de la manche. Contrairement aux tuiles timbres, les symboles pour les cartes de participants seront toujours face visible et on a 2 sortes de cartes participants. On a les cartes ici des exposants qui sont des objectifs de fin de manche que les joueurs peuvent gagner et on va avoir les tuiles ici de spécialistes qui sont des tuiles qui vont nous donner un pouvoir pour le reste de la partie si on recrute cette carte. Une fois la réserve de tuiles pour la manche établie, on peut passer à la première phase qui est la phase collectionner. Tout d'abord, le joueur qui est le premier joueur va aller placer la tuile premier joueur dans le bassin d'items pour la manche. Et par la suite, il va choisir n'importe quel item qui est disponible pour la manche et va aller le placer dans son premier emplacement sous son plateau joueur. S'il choisit un item qui est face cachée, il a le droit de regarder l'item en le choisissant et il va le laisser face cachée, donc ses adversaires ne connaîtront pas la nature de cette tuile timbre. Alors que si un joueur sélectionne un item qui est face visible, il va le placer dans l'emplacement de son plateau, mais il va devoir le laisser face visible à ses adversaires. Et on va continuer comme ça à sélectionner des items un à la fois jusqu'à temps que les joueurs aient rempli leurs 6 emplacements autour de leur plateau personnel. En plus des tuiles timbres, les joueurs peuvent aussi sélectionner les cartes de participants comme items pour pouvoir les placer sous leur plateau personnel. On peut même sélectionner la tuile premier joueur pour devenir le prochain premier joueur. Lorsque tous les joueurs ont sélectionné leurs 6 items, si jamais aucun joueur n'a sélectionné la tuile premier joueur, alors le dernier joueur à avoir pris un item va gagner la tuile premier joueur et il va aller la placer dans le haut de son plateau personnel. Il n'aura pas à la placer dans ces 2 piles d'items qu'il devra séparer dans la prochaine phase. Alors que si un joueur avait sélectionné la tuile premier joueur dans un de ses emplacements d'items, à ce moment-là, ce joueur n'est pas garanti de la conserver, puisque dans la prochaine phase, il devra faire 2 piles d'items avec tout ce qu'il a choisi. Dès qu'un joueur a sélectionné une carte spécialiste, il peut bénéficier du pouvoir de cette carte tant qu'elle est encore en sa possession, mais ça se peut qu'il la perde dans la prochaine phase. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase échanger. Tout d'abord, les joueurs vont pouvoir se réserver un des items parmi les 6 qu'ils ont sélectionnés et le placer dans leur zone de réserve de leur plateau personnel. La seule restriction, c'est qu'ils ne peuvent pas choisir un timbre rare, qui sont les timbres dorés, et ce, même si ce timbre est face cachée, on ne peut pas le placer dans notre réserve. Mon joueur pourrait décider de se réserver le timbre suivant, il va donc le placer dans sa zone de réserve personnelle. Ensuite, il doit séparer les items restants pour former 2 groupes. Donc, on pourrait placer la carte dans un premier groupe, la tuile face cachée ici dans le deuxième groupe avec cette tuile-là. On pourrait placer la tuile qui est ici avec la carte et aller placer la tuile qui est là avec celle-ci. Donc mes 2 groupes, j'aurai 3 tuiles timbres dans un groupe, 2 qui vont rester face cachée et une qui est face visible. Et on va avoir dans l'autre groupe une tuile timbre face visible ainsi qu'une carte spécialiste. Les 2 groupes ne sont pas obligés d'avoir le même nombre d'items chacun. Chaque groupe doit avoir au minimum un item. Une fois que tous les joueurs ont séparé leurs items en 2 groupes distincts, le joueur qui est en possession de la tuile premier joueur va pouvoir aller sélectionner un groupe d'items chez un de ses adversaires.
Le joueur vert pourrait donc sélectionner le groupe ici qui contient la tuile de timbre rare avec une valeur de 12 points. Il va donc aller la placer dans sa zone de réserve personnelle. Le groupe qui n'a pas été choisi pour le joueur blanc, donc ce joueur va gagner automatiquement ce groupe, donc le joueur blanc va aller placer ses 3 items dans son plateau personnel. Ensuite, le joueur blanc sera le prochain joueur à aller choisir un groupe d'items chez ses adversaires. Il pourrait donc choisir le groupe d'items qui est ici. Il va donc gagner ces 2 tuiles qu'il va aller placer dans sa réserve personnelle. Et ensuite, le joueur vert va gagner le groupe qui n'a pas été choisi par son adversaire. Chaque joueur peut seulement choisir une seule fois un groupe d'items chez un de ses adversaires. Donc le joueur vert a déjà fait sa sélection puisqu'il était le premier joueur. À ce moment-là, on va passer le tour au joueur à sa droite suivant, qui serait ici dans cet exemple le joueur orange. Le joueur orange devrait normalement choisir un groupe d'items chez un de ses adversaires, mais tous ses adversaires n'ont plus d'items devant eux. À ce moment-là, s'il est le dernier joueur à choisir et qu'il reste seulement lui, il va gagner automatiquement tous ses items et il va aller les placer sur son plateau personnel dans sa zone de réserve. On passe ensuite à la troisième phase, qui est la phase exposée. C'est là que les joueurs vont pouvoir placer les tuiles timbres qu'ils ont gagnées dans cette manche dans leur cahier de timbres pour l'exposition. Premièrement, si les joueurs ont gagné des cartes de spécialistes, ils vont aller les placer dans la zone indiquée de leur plateau personnel et auront maintenant accès au pouvoir de cette carte pour le reste de la partie. Et cette carte va aussi valoir 2 points à la fin de la partie. Les joueurs ont quelques petites règles de placement à respecter pour placer les timbres dans leur cahier. Donc les timbres doivent être placés à l'endroit. Donc je n'ai pas le droit de placer ce timbre-ci dans ce sens-là. Donc l'image doit être dans le bon sens. Et pour ce faire, on doit toujours avoir la valeur des points de ce timbre dans le coin supérieur droit de la tuile. C'est comme ça qu'on sait que le dessin est à l'endroit. On doit aligner les timbres avec les carrés, donc on ne pourrait pas le placer ici à moitié d'un carré, donc on doit l'aligner avec la grille de notre plateau personnel. On ne peut pas évidemment dépasser la grille. On ne peut pas superposer des timbres aussi ensemble, donc les timbres doivent être placés de façon à remplir les carrés de notre grille. On n'est pas obligé de placer les timbres de façon adjacente. Donc, on doit les placer de façon à essayer d'optimiser les contraintes de scoring des différentes cartes d'objectifs de fin de manche, ainsi que la carte d'objectif de fin de partie. Et dans les manches suivantes, on ne pourra pas déplacer les timbres de la manche 1 une fois qu'ils seront placés et qu'on aura terminé cette phase de jeu. Ces timbres vont rester à ces endroits-là pour le reste de la partie. Donc, je dois penser de façon stratégique pour essayer de faire le plus de points possible avec les objectifs de la partie. Ici, on a un objectif qui va nous faire scorer des points pour les timbres qui n'ont pas de valeur de points. Si ces timbres touchent à un des 4 côtés de notre plateau, on va aussi scorer des points pour les zones vides de 2 cases à la fin de la partie. Donc, on va tenter d'agencer nos timbres pour essayer de maximiser ces différentes contraintes. Je pourrais placer mon gros timbre ici de valeur 3 à cet endroit-là. Je pourrais placer le timbre de valeur 1 ici. Donc, on a déjà 2 zones de 2 cases vides pour l'objectif final à la fin de la partie. Les joueurs doivent placer tous les timbres qu'ils ont s'ils ont de la place pour le faire. On ne peut pas décider de défausser un timbre si on a de la place pour le mettre dans notre cahier. Vers la fin de la partie, si jamais on n'a plus de place pour mettre un timbre, parce qu'il est trop gros et qu'il ne rentre pas dans les emplacements disponibles, à ce moment-là, ce timbre sera défaussé et on va marquer immédiatement la valeur de point de victoire de ce timbre en le défaussant. Et pour terminer sa phase d'exposition, un joueur va aller faire son scoring de fin de manche et on n'est pas obligé d'attendre les autres joueurs puisque cette phase se joue de façon simultanée. Premièrement, les joueurs vont scorer des points selon leur carte d'exposant. Donc ici, ce joueur va faire 1 point par timbre de thème spatial. Donc il y a 5 thèmes de timbre dans la partie. Donc on a spatial, les monuments, les animaux, les fleurs et on a les véhicules. Donc ici, j'ai 2 timbres spatiales, ce qui me donnerait 2 points de victoire. J'avancerai donc de 2 sur la piste de score. Si un joueur est en possession de la tuile premier joueur, il va aussi marquer 2 points de victoire dans sa phase de scoring de fin de manche. Ensuite, le joueur devra aller placer un de ses jetons tickets devant une des cartes d'objectif de fin de manche qu'il n'a pas encore scoré pendant la partie. Pour l'objectif rouge, ici, je vais gagner 9 points par ensemble de timbres des 5 couleurs. Donc, il y a 5 couleurs de timbres dans la partie. On a violet, jaune, bleu, vert et brun. Donc, présentement, je n'ai pas les 5 couleurs. Donc, ce ne serait pas un objectif à scorer présentement puisqu'il ne me donnerait aucun point. Pour l'objectif orange, je vais regarder ici
Mon thème qui revient le plus, le deuxième thème qui revient le plus, et chaque timbre de ce thème va me donner 4 points. Donc présentement, j'ai 2 timbres spatiales et j'ai un timbre monument, 2 timbres monument aussi plutôt et un timbre de fleurs. Donc si je décide de scorer cet objectif-là, ça me donnerait 8 points parce que mon deuxième thème le plus présent sont les monuments ou l'espace qui sont présentement à égalité avec 2 timbres chacun. Ensuite, on a l'objectif jaune qui va nous donner 3 points pour chaque timbre rectangulaire de notre plateau personnel. Présentement, j'ai 1, 2, 3, 4 timbres rectangulaires. Donc, si je décide de prendre cet objectif-là, ça me donnerait présentement 12 points. Et finalement, l'objectif vert va me donner 2 points par timbre qui n'ont pas de valeur de point de victoire, donc ceux qui ont des petites vagues dans le coin. Et on va faire 2 points par timbre comme ça, qui est sur le bord de notre plateau personnel. Donc présentement, j'en ai 2 qui sont sur le bord. Ça me donnerait donc 4 points si je choisis cet objectif. Et c'est ce que je vais décider de faire. Donc je vais aller placer mon jeton d'étiquette sur l'objectif vert et je vais scorer immédiatement mes 4 points de victoire. Et comme on a placé un jeton d'étiquette devant l'objectif vert, on ne pourra plus le scorer du reste de la partie. Donc, pour les 2 autres manches, on devra choisir parmi les objectifs restants. On va donc tenter d'essayer de maximiser ces conditions avec les timbres qu'on va recruter dans les manches futures. Et les autres joueurs vont aussi se choisir un objectif à scorer à la fin de la première manche. À la fin de la manche, s'il reste des items dans la réserve de la manche, ils seront défaussés et retournés à la réserve générale. On va ensuite défausser les cartes événements et on va avancer le jeton marqueur de phase à la prochaine manche. Donc on va débuter la prochaine journée ici de samedi avec la première phase qui est la phase collectionnée. Avant cela, on va repiocher des cartes événements pour pouvoir reformer une réserve pour la deuxième manche. Et la deuxième manche va se jouer de la même façon que la première avec les 3 mêmes phases de jeu. Et on va ensuite avoir une troisième manche qui sera aussi identique. Finalement, à la fin de la troisième manche, on va passer au décompte final des points. Premièrement, on va regarder le nombre de timbres infinis que chaque joueur possède sur son plateau personnel. Le joueur qui en a le plus va marquer 10 points, le joueur en deuxième position 6 points et le joueur en troisième position 3 points. On doit avoir au minimum un timbre infini pour avoir une des positions. Et si jamais 2 joueurs sont à égalité pour une position, ils vont tous les 2 scorer la valeur de points et la prochaine position ne sera pas donnée. On va passer à la suivante. Ensuite, les joueurs vont cumuler les valeurs de leur tuile timbre. Donc, on va additionner dans le fond les chiffres qui sont inscrits sur chaque tuile timbre de notre plateau personnel. Ensuite, on va aller scorer notre carte de spécialiste si on en a. Donc, chaque carte spécialiste va nous donner 2 points tels qu'inscrits sur la carte. Et finalement, on va scorer la condition de la dernière carte concours, celle de fin de partie. C'est la carte bleue. Donc ici, on va faire 3 points de victoire par trou de grosseur 1 par 2 cases sur notre plateau personnel. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trous au total, fois 3 points, ce qui me donnerait 30 points de victoire pour cet objectif. Et le joueur qui score le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est la valeur totale de nos timbres rares, donc les timbres dorés qui vont départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Stamp Swap. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Stamp Swap? On va regarder les côtés positifs. Évidemment, avec Stormer Game, on n'est pas surpris de la production de leur jeu. Donc, la qualité du matériel, des belles tuiles en carton qui sont épaisses. Les illustrations aussi, c'est très réussi, très beau. On a des tuiles qui ont le petit fini doré, donc les tuiles de timbre rare, qui ont vraiment du foil dessus, qui vont vraiment ressortir un effet très, très wow quand on va les placer sur notre plateau. Fait que ça, c'est vraiment très cool. On a aussi pensé à un bel insert de rangement pour les timbres. Donc, un insert avec un couvercle pour que tout reste en place. Donc, les timbres sont placés par grosseur à l'intérieur de ça. Fait que c'est très pratique. On peut quasiment laisser les timbres à l'intérieur de ça pendant la partie puis juste sortir au fur et à mesure le nombre qu'on a besoin à chaque manche. Fait qu'à la fin d'une partie, on pourrait juste les remélanger puis les placer de façon dans cet insert-là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va sauver du temps pour justement toutes les mises en place puis les préparations des différentes manches. Fait que ça, c'est quand même bien pensé.
C'est un jeu qui est très simple, donc un jeu qui n'a pas beaucoup de règles. Je pense qu'il y a genre 2 pages de règles au final, une fois la mise en place finie, puis le scoring final. Fait que les phases de jeu, on explique ça à peu près en 2 petites pages. Le livret, il n'est pas très gros non plus. C'est vraiment très bien fait. On a aussi des exemples, on a des clarifications sur certaines cartes aussi à la fin du livret. Fait que ça, c'est très bien. Les aides de jeu, on a toute la structure des 3 phases. On a aussi le rappel pour les couleurs qui existent et ainsi que les thèmes qui existent sur les timbres. Le plateau de joueurs aussi, c'est très bien lisible. On voit aussi notre objectif qui est imprimé dessus. Donc, on a une carte. Chacun est associé à un thème, dans le fond, puis on va faire des points pour ce thème-là à chaque fin de manche. Fait qu'évidemment, on a une prédisposition à aller vers ces thèmes-là, en plus d'essayer de maximiser les contraintes des objectifs de fin de manche. Puis je pense que dans ce jeu-là, c'est ma mécanique préférée, c'est vraiment la façon de scorer à la fin de la manche. Je trouve ça vraiment le fun que c'est les joueurs qui vont choisir dans quel ordre ils vont scorer les objectifs. Puis sur les 4 objectifs de fin de manche, en fait, tu vas en scorer 3. Fait que tu peux déjà planifier au début de ta partie de dire, OK, je pense que celui-là, je vais le laisser faire, je vais focuser sur ces 3-là. OK, je vais essayer de scorer lui au premier, puis là, je vais accumuler plus de tuiles rectangles parce que je sais qu'il y a un objectif rectangle, mais lui, je vais le scorer en dernier. Fait que ça va me laisser le temps d'accumuler beaucoup, beaucoup de rectangles. Fait que de prioriser quel objectif tu veux scorer en troisième parce que lui, il va faire beaucoup plus de points, un plus grand potentiel, versus celui que tu sacrifies en premier qui va scorer pas beaucoup de points, mais en même temps, tu vas essayer de bien planifier ça. Fait que le système de choisir soi-même ses objectifs de fin de manche, je trouve ça vraiment le fun comme mécanique de jeu. Le jeu peut se rendre quand même jusqu'à 5 joueurs, puis comme la majorité du jeu est de façon simultanée, puis que la phase où on draft des tuiles un suite de l'autre, c'est quand même assez rapide, qu'on soit 3 ou 5, honnêtement, la durée du jeu n'est pas tellement plus longue là, selon le nombre de joueurs, fait que ça joue quand même bien en 1 heure, même si on est 5 joueurs autour de la table, ce qui peut être une belle qualité pour un jeu. On a aussi un mode solo qui est présent, donc un deuxième livret pour expliquer le mode solo, on a des petites composantes à part aussi, un paquet de cartes, des petites tuiles, fait que c'est ton meilleur game qui fait tout le temps des modes solo dans ses jeux, fait que c'est encore présent dans celui-là. On aurait pu limiter le jeu à seulement aller chercher des pièces, les placer et scorer, mais on a ajouté une couche supplémentaire, on a ajouté l'espèce de mécanique de séparer nos gains en 2 piles, puis après ça d'aller choisir une pile chez un de nos adversaires. Puis quand un de nos adversaires choisit une de nos 2 piles, ben là on gagne automatiquement notre deuxième pile. C'est quelque chose qui va ajouter un petit peu, je pense, à l'originalité de ce jeu-là, parce que des jeux de placement de tuiles puis de draft, il y en a 10 millions. Fait que d'avoir cette petite twist-là, ça va être une dynamique qui est différente. Ça va amener un petit élément aussi de bluff, de déduction, puis ça va nous forcer aussi à regarder ce qui se fait ailleurs chez les autres joueurs. Par exemple, si je sais que l'autre joueur veut des tuiles d'animaux, ben là, je pourrais faire un groupe avec 2 belles tuiles d'animaux qui sont face visible. Comme ça, je sais que lui, il a peut-être un incitatif à venir chercher ce groupe-là. Puis moi, je vais cacher d'autres tuiles face cachée que je veux conserver parce que justement, j'ai une tuile dorée qui est face cachée. Les autres ne le savent pas, mais moi, je le sais. Fait que toute cette petite dynamique-là de déduction, comment je choisis mes tuiles en conséquence des piles que je vais faire, parce que ça veut pas dire que la tuile que je choisis, c'est moi qui vais la placer. Il faut quand même qu'elle soit dans le groupe, qui soit pas choisie par mes adversaires. Fait qu'il faut faire ces groupes de façon ingénieuse. Puis pour faire des groupes qui sont attrayants pour les autres, il faut que je sache qu'est-ce que les autres recherchent comme sorte de tuiles. Fait qu'il faut prêter attention à ce que les autres font sur le plateau, à ce qu'ils recherchent. Fait que je trouve que cette dynamique-là, ça lui donne un petit punch supplémentaire que juste un jeu de draft et de tuiles. Fait que ce petit côté-là, là, je pense que ça lui donne une belle originalité dans le genre. Pour les côtés négatifs, j'ai trouvé que le plus gros défaut du jeu, c'est que c'est un jeu qui est très tempo brisé. Parce que justement, il y a une grosse mise en place à déployer entre chacune des manches. Des fois aussi, on a un petit peu de temps d'attente dans les phases simultanées de placement. Mais là, si moi j'ai placé vraiment mes choses vite, ça se peut que j'attende comme 5 minutes que les autres aient fini de placer leurs choses, qu'ils aient fini de scorer, qu'on puisse aller à la prochaine manche. Mais la mise en place entre les manches, elle est infernale, elle est vraiment longue, elle est vraiment pénible. Puis ça fait aussi qu'il y a beaucoup de pièces qui sont disponibles au recrutement. Donc la réserve d'une manche, elle est quand même grosse. Si on joue à 4-5 joueurs, ben, il peut y avoir comme 30 éléments de disponibles. Donc ça peut être un peu overwhelming pour certains joueurs de voir que, OK, c'est à toi de jouer. Ouais, là, il y a 30 tuiles, laquelle tu choisis. Puis là, il est comme, OK, ben là, je sais pas. Fait que je vais réfléchir. Fait que ça peut comme, justement, ralentir un peu le tempo. En plus de devoir faire toute cette mise en place-là, d'aller chercher, on revient un certain nombre de cartes, on va chercher les tuiles, on les place, il y en a qui sont face visible, il y en a qui sont face cachée, donc il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, puis ça va faire, justement, on va faire quand même ça 3 fois pendant la partie, sur une partie d'1 heure, ça fait quand même beaucoup de moments un peu où on arrête le gameplay, pause, on place des trucs, on continue, fait que ça fait ce que je trouve c'est un jeu un peu à tempo brisé, fait qu'on perd un peu de rythme avec cette façon-là de fonctionner.
Les cartes spécialistes aussi ralentissent, je trouve, un peu, parce que quand on révèle des cartes spécialistes, ben après ça, il faut les lire, il faut les expliquer à tout le monde. Il faut que tout le monde soit conscient de OK, le pouvoir de cette carte-là, si je vais la chercher. Fait que je suis pas sûr que c'était tant nécessaire d'ajouter des cartes avec des pouvoirs, honnêtement, là, dans ce jeu-là. Je pense que ça ralentit plus que c'est pertinent là, à l'intérieur du jeu. Sinon, le nombre d'items aussi, si on est assis loin de la réserve d'items, des fois il y a des tuiles qui sont très petites, c'est pas toujours évident de voir c'est quoi le thème de cette tuile-là, c'est quoi la couleur de cette tuile-là, si t'es assis loin et tout ça. Fait que ça fait quand même beaucoup de petits irritants là, qu'on peut avoir là, avec la façon de fonctionner dans le jeu. Somme toute, je vais le donner une note de B-, donc un bon petit jeu qui est bien sympathique, que j'ai bien aimé le côté casse-tête, le côté aussi que les objectifs peuvent changer en chaque partie, mais surtout le fait que ça donne une belle liberté aux joueurs de choisir quand ils veulent scorer leurs 3 objectifs de fin de manche. Puis on a toujours l'objectif de fin de partie sur lequel on travaille tout au long de la partie, qui est un objectif vraiment de placement, de la façon qu'on va essayer de positionner nos timbres sur notre plateau joueur. Fait que ça, le côté puzzle, j'ai trouvé ça intéressant. Le côté draft, ses petits défauts, dans le sens que le tempo va être cassé à certains endroits pendant qu'on fait les mises en place de chaque manche. Puis aussi, le fait justement qu'il y a beaucoup d'items sur lesquels on peut choisir. Puis que si on est assis trop loin d'eux autres, des fois, c'est pas évident de voir les petits détails là, sur justement c'est quoi le thème de cette tuile-là. Là, je suis vraiment loin, je vois pas vraiment bien ce qui est écrit sur la tuile, des choses comme ça. Mais ça reste un gameplay bien sympathique. Puis il y a sa belle twist à lui d'avoir justement sa mécanique de faire 2 piles, puis d'essayer de se mettre dans la tête des autres pour qu'on veut leur faire une pile sur mesure, pour qu'ils nous laissent l'autre pile que nous, on espère garder. Fait que ça, je trouve ça intéressant là, d'avoir ajouté ce petit élément-là. Ça fait qu'il va, je pense, se démarquer un petit peu plus des autres jeux de placement de tuiles, parce que c'est un genre de jeu qu'il y en a eu tellement dans les dernières années. Donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, il est aussi sorti en français, donc ça devrait être disponible en boutique présentement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi. En fait, on va lancer le concours du lundi pour le mois de janvier 2025, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Stamp Swap. Avant de vous dire comment participer, on va révéler le gagnant du mois précédent dans lequel on faisait gagner l'excellent jeu de Veil of Eternity. Donc, notre gagnant, il s'agit de ThePriv3 sur YouTube. Donc, écris-nous un courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo, à chaque lundi, vous aurez une question du jour. Et si vous répondez à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez enregistrer une participation au concours et on va révéler le gagnant le mois prochain. Donc, la question du jour est la suivante. Comme les collections de timbres, c'est quelque chose qui est le fun à collectionner. Peut-être que vous avez collectionné ça dans le jeu de jeunesse. Qu'est-ce que vous collectionnez autre que des jeux de société, ou qu'est-ce que vous avez déjà collectionné, ou qu'est-ce que vous aimeriez peut-être collectionner? À part les jeux de société, évidemment, là, ça serait trop facile à répondre sinon. Donc, quelle est la chose que vous collectionnez? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation supplémentaire à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant les petits bonhommes ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon avec des petits dons mensuels, ce qui vous donne aussi accès à quelques petits avantages, dont notre communauté Discord qui est vraiment très active. Donc, merci à ceux qui le font d'ailleurs de nous supporter. C'est toujours le fun de discuter avec vous sur notre Discord. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.